Pierre Boisselet, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler d'un coup dur politique et stratégique pour le président Tshisekedi à la veille de la commémoration de l'indépendance du pays? Je relativiserai peut-être un tout petit peu l'importance stratégique de Kanyabayonga. C'est vrai que c'est un nœud de communication. Il y a plusieurs routes qui relient cette ville à Goma. Mais en fait, ces routes-là étaient déjà très largement contrôlées par le M23. Donc, en soi, la chute de Kanyabayonga n'a pas forcément un impact très important sur la capacité à communiquer entre Goma et les villes du Grand Nord que vous avez citées. Oui, Butembo est béni. Et sur le plan politique, qu'en est-il? C'est vrai que ça a une importance politique et symbolique très grande, notamment parce que en fait, ça faisait plusieurs semaines que les FRDC et les groupes armés qui leur sont alliés, dits Ouazalendo, essayaient d'empêcher en fait le M23 de la prendre. Et c'est vrai que cette ville, c'était un peu le verrou qui empêchait le M23 de pénétrer sur le territoire de Lubero. Et ça, c'est important, entre autres raisons, parce que le M23 précédemment, et notamment dans la crise de 2012-2013, n'avait jamais pénétré dans ce territoire. À ce propos, justement, la chute de Kanyabayonga, c'est comme une digue qui lâche, selon les mots d'un analyste congolais, qui a parlé d'une série de villes qui sont tombées comme un château de cartes dans la foulée. Est-ce aussi votre impression? Oui, il y a plusieurs localités qui sont tombées très vite après. On peut citer notamment Kaina et Kirumba. Effectivement, la progression du M23 après la chute de Kanyabayonga a été très rapide. Alors, les FRDC sont accusés par une partie de la population d'avoir fui sans combattre, et notamment à Kirumba, justement, la plus grande agglomération de la région avec plus de 120 000 habitants. Comment peut-on l'expliquer? Alors effectivement, on a des informations qui nous viennent du front aussi, qui vont dans ce sens. C'est dû aux faiblesses des FARDC qui sont assez bien établies. Il y a un manque d'encadrement, de gouvernance, d'équipement et d'organisation assez largement. Et c'est des choses qu'on avait déjà vues par le passé dans cette crise du M23. Il faut peut-être ajouter aussi, pour être juste, que dans cette crise, les FARDC font non seulement face au M23, mais aussi à l'armée rwandaise, et dont on sait qu'elle est extrêmement bien organisée et extrêmement bien équipée. Il y a notamment, enfin, les experts de l'ONU affirment que l'armée rwandaise est aussi nombreuse, sinon plus, que les troupes du M23 en RDC actuellement. La voie du Sud, hein, vers Goma est coupée. Comment est-ce que Kinshasa va maintenant envoyer des renforts ou des ravitaillements à ces soldats qui sont engagés sur ce front? La voie du Sud était déjà en réalité assez impraticable parce que le M23 contrôlait déjà ces routes, enfin ces routes qui s'étendent au nord de Goma et qui vont vers le nord. Alors, ce qui se passait déjà et ce qui probablement va continuer, c'est que les renforts éventuels des FRDC vers le front devront venir du nord, donc des villes de Butembo et de Beni principalement. Est-ce que cette voie d'approvisionnement est encore praticable? Il y a la présence des ADF dans la région. Alors effectivement, les ADF sont dans cette zone, mais les ADF ne contrôlent pas les routes. Ils ont un mode opératoire assez différent du M23. Ils les attaquent régulièrement et ils font d'énormes dégâts parmi les civils notamment. Mais les ADF ne contrôlent pas les routes et n'empêchent pas véritablement les mouvements des FRDC sur ces différents axes. Ce nouveau développement militaire, hein, survient après des mois d'accalmie dans la région. Vous l'avez évoqué, hein, à propos de renforts rwandais, de soldats rwandais qui se trouvent dans le nord Kivu. C'est ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça fait certainement partie des facteurs de la situation actuelle. Et ça explique probablement en grande partie que le rapport de force soit autant en faveur du M23 dans cette crise. Ceci étant, ces renforts dont les experts ont parlé datent d'il y a plusieurs mois, vraisemblablement. Donc, cette explication seule n'explique pas forcément pourquoi il y a eu cette percée au niveau de Kanyabayonga. Je ne sais pas exactement quelle est la stratégie du M23 et du Rwanda, mais ce qui me frappe, c'est que d'une part, on l'a dit, c'est arrivé à la veille de la fête nationale congolaise, donc ce qui lui donne une importance symbolique particulière. Et je note aussi que c'est arrivé quelques jours après l'annonce du médiateur de cette crise, le président angolais Lourenço, qui avait annoncé que les présidents congolais Tshisekedi et rwandais Kagame devaient se rencontrer prochainement. La première ministre
de la RDC, Judith Suminwa, a tout de suite dit qu'il n'était pas question de négocier avec les agresseurs. Voilà, on peut se poser la question s'il ne s'agit pas de renforcer encore la pression au niveau militaire pour contraindre le gouvernement congolais à négocier. Vous venez de le dire justement, la première ministre Judith Suminwa a réaffirmé le refus de la RDC de négocier avec le Rwanda. La montée en puissance promise par le gouvernement n'a pas donné de fruits jusqu'ici. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable impasse? Oui, effectivement, là-dessus, je pense que les différentes parties à ce conflit continuent de camper sur leur position et on peut vraiment douter de leur volonté de régler cela par la négociation. D'un côté, le M23 et le Rwanda semblent compter sur leur supériorité militaire et jugent qu'ils sont en capacité de contraindre le gouvernement congolais à des concessions. Et de l'autre, le gouvernement congolais se veut intransigeant, ce qui d'ailleurs correspond à la volonté de nombreux Congolais. Et donc, ça explique que ces négociations soient sans cesse repoussées et que dans l'intervalle, le conflit continue. Félix Tshisekedi a annoncé lors de son discours à la nation dimanche qu'il a donné des instructions claires et fermes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. Quelle est sa marge de manœuvre réellement? On ne sait pas vraiment quelles sont ces instructions, donc c'est assez difficile de les commenter, mais effectivement, on a le sentiment que sa marge de manœuvre est assez réduite. En fait, le gouvernement congolais a joué beaucoup de cartes jusqu'à présent. Il a considérablement augmenté le budget de sa défense. Il a recruté des sociétés militaires privées. Il a décidé de s'appuyer sur les groupes armés locaux, dits Wazalendo. Il a aussi sollicité l'intervention de pays de la région. Tout ceci a déjà eu lieu d'une certaine manière, sans qu'on voit d'avancées décisives jusqu'à maintenant au profit de l'armée congolaise. Et donc, c'est assez difficile de voir quelles sont les cartes qui lui restent encore à jouer aujourd'hui. À ce propos, pourquoi est-ce que les forces régionales de la SADC qui sont venues aider la RDC dans sa lutte contre le M23, pourquoi est-ce que ces forces régionales n'interviennent pas? Les forces de la SADC sont localisées sur le front sud, en fait, entre Goma et Sake principalement. Et donc, c'est très éloigné et sans communication routière, en fait, avec le front nord dont on vient de parler autour de Kanyabayonga. La SADC aujourd'hui n'a pas la capacité matérielle d'intervenir à Kanyabayonga. En tout cas, sur le front sud, elle rencontre déjà elle-même des difficultés. Donc, c'est assez difficile de les imaginer diviser encore leurs forces pour en envoyer une partie sur le front nord. Et pendant ce temps, que fait la MONUSCO? Est-ce qu'elle va pouvoir se retirer de la région selon le calendrier prévu? Il y avait une implantation de la MONUSCO à Kanyabayonga. En revanche, effectivement, la mission n'a pas vraiment joué un rôle décisif pour empêcher la prise de cette localité. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'effectivement, la MONUSCO est déjà dans une dynamique de retrait. Elle vient d'achever officiellement son retrait de la province du Sud Kivu, même s'il lui reste encore quelques implantations, notamment sur les hauts plateaux du Sud Kivu. Et le retrait du Nord Kivu et de l'Ituri devait suivre. Cependant, il semblerait que le retrait du Sud Kivu a montré certaines failles, notamment en ce qui concerne la capacité des FARDC à prendre le relais et notamment d'occuper les bases laissées vacantes par la MONUSCO. Et ceci pourrait effectivement amener à une pause dans cette stratégie de retrait, le temps d'évaluer un peu ce qui a été fait au Sud Kivu et de voir comment éviter de reproduire les défaillances observées dans cette phase lors des prochaines phases de retrait. Le M23 est en train de monter vers le nord, des zones où se trouvent les rebelles ougandais des ADF. Est-ce qu'il y a risque de confrontation entre les deux groupes? Pour l'instant, le M23 n'est pas encore arrivé dans la zone d'influence des ADF. Donc, c'est une question qui ne se pose pas peut-être immédiatement, mais qui pourrait effectivement se poser si la progression du M23 continuait vers le nord. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que ces deux groupes-là ont des stratégies quand même très différentes. C'est-à-dire que, contrairement au M23, les ADF ne cherchent pas nécessairement à contrôler les villes principales et les routes de la zone dans laquelle ils opèrent. Et ils sont plutôt dans une stratégie, on va dire, de guérilla,
où ils sont plutôt réfugiés dans les forêts et où ils frappent régulièrement, notamment les civils. Donc c'est très différent comme stratégie que celle du M23 qui, lui, cherche à occuper et à contrôler des pans significatifs du territoire. Pour l'instant, les deux groupes ont en quelque sorte un ennemi commun qui est le gouvernement congolais. Donc si le M23 poursuit son expansion vers le nord, voilà, il faudra voir quelle stratégie il décide d'adopter, mais on n'en y est pas encore. Aujourd'hui, la population semble prise au piège avec côté sud les rebelles du M23 et au nord le groupe islamique des ADF, notamment dans l'Ituri. Va pouvoir se réfugier la population dans ces conditions? Il y a une partie de la population des localités récemment prises par le M23, donc Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, qui ont dû rester sur place. D'autres ont pu se déplacer et elles l'ont fait principalement vers les villes de Lubero Centre et de Butembo. Ces deux localités-là, pour l'instant, ne sont pas directement touchées par les massacres des ADF. Cependant, effectivement, on va dire que la zone contrôlée par le gouvernement se restreint de plus en plus. Pierre Boisselet, l'impasse semble totale. Kinshasa ne veut pas négocier, il pose des conditions. Les rebelles du M23 sont à l'offensive et son armée est en train de reculer. Qu'est-ce qui va se passer? Que peut faire Kinshasa? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense que ça dépendra de plusieurs facteurs. Je pense que le gouvernement congolais, ce qu'il cherche à obtenir, c'est le fait qu'il puisse y avoir des pressions internationales beaucoup plus fortes pour obliger le Rwanda à retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Pour l'instant, alors il y a eu des condamnations internationales, mais les pressions n'ont pas obtenu ce retrait. Donc la suite du conflit va en partie dépendre de cela. Bon, évidemment, le gouvernement congolais a aussi des faiblesses structurelles qu'il faudrait qu'il puisse aborder, notamment avec une réforme de l'armée. Mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps et je ne suis pas sûr, étant donné la pression militaire qui est mise par le M23 et le Rwanda, que le gouvernement congolais dispose de ce temps actuellement. Pierre Boisselet, merci. Merci.